Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition en direct du Sénat, votre programme qui revient tous les jeudis sur les temps forts de l'actualité de la Chambre haute du Parlement. Voici les titres cette semaine. À la une, il y a le retour de l'ouverture des commerces le 1er mai. Après la polémique, le gouvernement présente un nouveau projet de loi pour ouvrir les boulangeries et les fleuristes. Le texte a été adopté en séance mardi. Également, à la une cette semaine, la polémique sur l'optimisation fiscale des plus grands patrimoines en France. La commission des finances du Sénat dénonce une boîte noire, une grande méconnaissance des pouvoirs publics sur les plus hauts patrimoines français. Troisième titre cette semaine est la ministre des collectivités territoriales qui présente un nouveau texte de simplification pour les élus locaux. Faut-il y voir l'abandon d'une grande loi de décentralisation? Et enfin, l'audition du nouveau président du musée du Louvre après la démission de Laurence Descartes après le vol des bijoux en octobre dernier. Christophe Leribaud a expliqué que le Louvre est, je cite, à bout de souffle. Le musée fait face à un mur d'investissement. Mais d'abord donc le Sénat qui adopte un projet de loi pour permettre l'ouverture des boulangeries et fleuristes artisanaux le 1er mai. On a vu un fort clivage gauche-droite en séance. Les syndicats de salariés ont même manifesté à proximité du Sénat mardi. Voyez les extraits des débats en séance préparés pour Public Sénat par Mathilde Loutarelli et Chloé Vaquette. Le cadre légal sur le travail du 1er mai a fait émerger de nombreux débats. Ils ne sont pas si vieux, au printemps dernier. Et pour cause, ce cadre légal laisse planer une insécurité juridique sur les secteurs qui emploient habituellement des salariés le 1er mai, et ce depuis de nombreuses années. Je pense en particulier aux artisans fleuristes pour la vente du muguet, car leur activité participe aux traditions célébrées ce jour-là. Je pense aussi aux artisans boulangers-pâtissiers, dont l'activité fait partie du patrimoine culturel français et de notre vie quotidienne. Le titre du projet de loi résume ainsi parfaitement l'ambition et la portée du texte. Il s'agit de sécuriter ces professionnels, ces deux catégories professionnelles, le 1er mai, dans le strict respect du dialogue social. Ce projet de loi transcrit directement l'équilibre issu des concertations menées avec les organisations syndicales et les fédérations professionnelles en avril dernier pour sécuriser le 1er mai 2026. Les nombreuses questions soulevées sur le 1er mai 2026 ont renforcé la nécessité de sortir de l'insécurité et de trouver une solution solide sur le plan juridique, intelligente sur le plan pratique et respectueuse de notre histoire sociale. Vous le savez, le 1er mai est le seul jour férié et obligatoirement chômé en France, et je suis très attaché au symbole de cette journée. C'est une fête célébrée dans le monde entier. On parle bien de journée internationale des travailleurs. Dans le contexte géopolitique actuel, soyons tous sensibles à cette dimension internationale du 1er mai. Elle est porteuse d'espoir pour de nombreux travailleurs, en particulier dans les pays où ils restent confrontés au travail forcé, au travail des enfants, aux mauvaises conditions de travail ou tout simplement à la négation de leurs droits. Je redis donc l'attachement du gouvernement au 1er mai, aux valeurs, aux conquêtes sociales et aux symboles qu'il véhicule en France et dans le monde. Le gouvernement n'a aucunement l'intention de revenir sur le caractère férié et obligatoirement chômé du 1er mai pour l'immense majorité des salariés de notre pays. D'ailleurs, il existe déjà une dérogation justifiée par la nécessité de maintenir certaines activités indispensables à la continuité de la vie sociale. Mais cette dérogation ne liste pas les secteurs qui peuvent en bénéficier. C'est d'ailleurs l'origine du débat autour du travail du 1er mai. En 2006, la Cour de cassation a mis fin à une doctrine administrative de 1986 qui prévoyait une tolérance pour le travail le 1er mai à l'égard des secteurs qui bénéficient de la dérogation permanente de droit au repos dominical. C'était notamment le cas des artisans boulangers-pâtissiers et des artisans fleuristes qui ont employé leurs salariés pendant des décennies sans que cela ne pose de difficultés particulières. En 2006, le juge a rappelé que le 1er mai n'était pas un dimanche et que les règles de dérogation de droit pour le repos dominical ne pouvaient donc s'appliquer. Depuis 20 ans, seuls les établissements et services qui démontrent qu'ils ne peuvent pas interrompre leur activité pour des raisons évidentes de continuité de la vie sociale et économique, les hôpitaux ou les transports par exemple, peuvent faire travailler leurs salariés. Cette jurisprudence crée une incertitude pour les autres secteurs, en particulier pour les artisans boulangers-pâtissiers ou pour les artisans fleuristes. On sait l'incompréhension que cette situation a suscité au sein de ces deux professions. La justification au cas par cas que permet actuellement le Code du travail, outre qu'elle ne nécessite pas le recueil du volontariat, génère des inquiétudes. De nombreuses initiatives parlementaires ont vu le jour ces dernières années pour apporter une réponse à cette situation d'insécurité juridique. Je pense à l'engagement d'Annick Billon, sénatrice de Vendée, qui s'est particulièrement impliquée sur le sujet. Ce débat, qui aurait dû se solder par une solution pragmatique, s'est transformé en polémique, probablement parce que le dispositif de sécurisation envisagé a été mal compris
car étendue à un trop grand nombre de secteurs. Au regard des circonstances et des réactions d'avril dernier, j'ai souhaité, avec le Premier ministre, remettre le dialogue social au cœur de notre méthode. Pour répondre aux inquiétudes légitimes des partenaires sociaux et des commerçants, le Gouvernement a ainsi proposé un nouveau projet de loi qui sanctuarise dans son titre même le dialogue social de branche, condition préalable du travail le 1er mai pour les salariés volontaires des secteurs de la boulangerie-pâtisserie, artisanale et des artisans fleuristes. Ce projet de loi est le résultat d'un intense travail de concertation au printemps. Il est le fruit d'un compromis associant les partenaires sociaux et les fédérations professionnelles. Il est l'engagement du Gouvernement de redonner la possibilité à ces acteurs et aux parlementaires de débattre et, le cas échéant, de modifier la loi dans un cadre plus limité, puisque restreint à ces deux professions artisanales. Je sais, monsieur le rapporteur, que vous-même êtes très attentif à ce recentrage et à la méthode qui a permis d'aboutir à cet équilibre. Je connais votre attachement au dialogue social, largement partagé sur les bancs du Sénat, dont le président Larcher, auquel je veux rendre hommage, a modernisé les règles dans sa grande loi du 31 janvier 2007. Je sais enfin l'importance symbolique du 1er mai dans votre département du Nord, monsieur le rapporteur, comme dans de nombreux bastions industriels. Grâce à cette démarche de dialogue, le 1er mai 2026 s'est déroulé dans un climat apaisé. Mais l'insécurité juridique perdure tant qu'aucune loi n'est adoptée. Plutôt que d'attendre le printemps prochain, où nous risquons de rejouer la même partition, et pour lever définitivement toute incertitude, nous avons la possibilité, avec ce projet de loi, de clarifier une bonne fois pour toutes le cadre juridique lié au travail le 1er mai. Nous pouvons apporter sécurité et visibilité au commerce de la boulangerie-pâtisserie artisanale et des artisans fleuristes. Le projet de loi comporte un seul article qui prévoit d'ajouter dans le Code du travail un nouvel alinéa précisant que les artisans boulangers-pâtissiers et les artisans fleuristes peuvent faire travailler les salariés volontaires le 1er mai en cas d'accord de branche. C'est sur cette condition que je veux insister. Le dialogue social est la condition déterminante du travail le 1er mai des salariés volontaires dans les deux secteurs de la boulangerie-pâtisserie artisanale et des artisans fleuristes. Sans accord de branche, rien ne changera. L'accord de branche devra préciser les conditions d'occupation des salariés le 1er mai et plus spécifiquement les modalités de recueil de l'accord écrit du salarié volontaire et les modalités de prise en compte d'un changement d'avis du salarié. Le texte confirme également le doublement du salaire, comme c'est le cas aujourd'hui pour tous les salariés qui travaillent le 1er mai. En commission des affaires sociales au Sénat, aucune modification n'a été apportée au projet de loi. La commission a écarté les amendements de suppression et n'a pas souhaité rouvrir le débat sur l'élargissement des secteurs d'activité concernés. Je salue cet esprit de responsabilité. Ce texte porte certes sur le travail le 1er mai pour les deux seuls secteurs, de la boulangerie-pâtisserie artisanale et des artisans fleuristes. Mais c'est surtout un texte qui propose une méthode fondée sur l'implication des organisations patronales et syndicales au niveau des branches. En 2023, la branche de la boulangerie-pâtisserie artisanale recensait 180 000 emplois salariés et celle des artisans fleuristes, 15 000. Dans l'hypothèse maximaliste, où tous les commerces de ces deux secteurs feraient travailler leurs salariés le 1er mai et où tous les salariés seraient volontaires pour travailler, la dérogation dont il est question aujourd'hui représenterait moins de 1% des salariés en France. En aucune façon, le caractère chômé et férié du 1er mai pour l'immense majorité des salariés n'est donc remis en cause. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Le débat qui s'engage relève de l'obsession antisociale. Chacun a en tête le parcours chaotique de la proposition de loi initiée par le groupe de l'Union centriste et reprise à l'unisson par la majorité sénatoriale. L'objectif affiché était clair : imposer la remise en cause du jour férié et chômé qu'est le 1er mai dès cette année et porter un dernier coup avant l'élection présidentielle au mouvement social après l'oukase du recul de l'âge de la retraite. Vous persévérez contre vents et marées et surtout contre les électeurs qui, aux élections législatives, ont lourdement sanctionné les partis du socle commun, du bloc central. On ne sait plus comment vous appelez en clair la Macronie et la droite. Mais vous avez échoué. Une première tentative n'a pas abouti le 22 janvier à l'Assemblée nationale. La mobilisation syndicale est montée d'un cran et celle des députés de gauche aussi. Et face au risque d'enlisement, Gabriel Attal a tenté le tout pour le tout en déposant une question préalable contre le texte qu'il soutenait, le comble de l'obstruction parlementaire qu'il s'évertue pourtant à vilipender. L'objectif de la manœuvre grossière était clair et assumé : permettre au Gouvernement de convoquer une CMP après le rejet du texte par le vote de cette motion, sceller un accord entre le Sénat et l'Assemblée et permettre l'adoption rapide des conclusions de la commission mixte paritaire avant le 1er mai 2026. Mais c'était sans compter la riposte unie de l'intersyndicale et la mobilisation qui suivit.
Le gouvernement, recevant les différentes organisations de salariés le 13 avril, annonça l'enterrement du texte, M. Farandou indiquant même « pas de passage en force ». Ma responsabilité de ministre du Travail, je cite, « c'est d'apporter une réponse avant le 1er mai 2027, laisser le temps au dialogue social, c'est accepter qu'il n'y ait pas de changement de la loi d'ici le 1er mai 2027 ». Pourquoi ce revirement, monsieur le ministre ? Mais le Premier ministre a annoncé la relance du débat au Sénat par le dépôt du projet de loi dont nous discutons aujourd'hui, qui, sous l'apparence d'un champ d'application plus restreint, cherche à mettre un pied dans la porte en brisant l'exceptionnalité des dérogations à l'interdiction du travail le 1er mai. Ainsi, le Gouvernement, avec le soutien actif de la droite sénatoriale, entend-il faire adopter au forceps non pas une sécurisation du travail le 1er mai, mais bien une dérogation pour entamer un processus de remise en cause de ce jour de célébration de la lutte des travailleurs pour leurs droits. Car nous ne sommes pas dupes, c'est cela que vous voulez imposer, un monde où le salarié est isolé, précarisé, soumis à l'ordre patronal. C'est bien cela que vous n'acceptez pas, cette flamme qui subsiste malgré les assauts terribles du libéralisme ces dernières années, cette flamme de la lutte, cette flamme de l'espoir, de l'émancipation, de l'amélioration de la condition humaine. Votre projet de loi qui autorise le travail dans des entreprises pouvant regrouper non seulement jusqu'à 11 salariés, mais, et cela est bien masqué lors de la communication sur ce projet, jusqu'à 250 salariés si l'entreprise a évolué depuis sa création. L'affichage est celui du petit artisan boulanger ou fleuriste, mais rappelons que celui-ci peut ouvrir le 1er mai, mais sans salariés, ce qui dans une TPE est possible. Ce texte est un véritable cheval de Troie patronal dans l'organisation du travail, protectrice des salariés. Votre projet de loi, monsieur le ministre, s'ajoutera à la longue liste des reculs sociaux de ces derniers et en particulier sous la responsabilité d'Emmanuel Macron comme ministre de l'économie ou comme président de la République. D'ailleurs, la proposition de loi originelle du Sénat s'attaquant au 1er mai s'appuyait directement sur la législation organisant le repos dominical. Vous proposiez d'étendre la dérogation aux jours fériés chômés aux établissements concernés par la dérogation permanente au droit au repos dominical. Les auteurs de ce texte s'appuyaient donc sur l'exemple type de la dérégulation libérale qui a banalisé le travail du dimanche. La ficelle était trop grosse et la commission des affaires sociales du Sénat adopta une position plus prudente, mais concernant, selon les estimations, entre 1 million et 1,4 million salariés contraints dans le cadre d'une organisation fictive du volontariat, également calquée sur le volontariat du renoncement au repos dominical. Depuis 1993, avec la loi Giraud, le repos dominical a subi les assauts libéraux jusqu'à la loi Macron en 2015. La liste des reculs sociaux est longue. L'abrogation du travail de nuit des femmes en 2001, la création du travail en soirée par le même ministre Macron et le report par la loi Pacte du travail de nuit dans les commerces alimentaires de détail à minuit sont symboliques à ce titre. Je pourrais revenir sur la remise en cause progressive du droit à la retraite qui marque la vie politique et parlementaire depuis 2003 et les droits à l'assurance chômage attaqués sans relâche depuis 2019. Et après la très rétrograde proposition de la droite sénatoriale des 7 heures de travail gratuit, voilà qu'un député de la droite républicaine propose de monétiser 5 jours de congés payés pris sur les 5 semaines dues au nom d'une vision toute particulière du travailler plus pour gagner plus. Reconnaissez que pour célébrer les 90 ans du Front populaire, il fallait oser. Là aussi, c'est un précédent recul, celui sur la monétisation des RTT qui a ouvert la brèche en 2022. Votre méthode pour le 1er mai est la même. Face aux résistances, vous biaisez et multipliez les dérogations et vous les multiplierez encore dans les années à venir. Je l'ai indiqué, les établissements concernés ne seront pas les petits artisans de quartier ou de village qui subiront la concurrence des boulangeries dites artisanales, mais de fait industrielles, ce qui n'est pas antinomique dès lors qu'il n'y a pas de congélation du pain. La même logique prévaudra pour les fleuristes et les jardineries. La référence aux accords de branche est elle-même à approfondir. N'oublions pas que l'inversion de la hiérarchie des normes en matière sociale permet à un accord d'entreprise de prévaloir en cas d'absence d'accord de branche. Or,
le lien de subordination, la domination patronale sont d'autant plus forts que l'espace de négociation est réduit. En s'attaquant au 1er mai, le gouvernement et la majorité sénatoriale remettent en cause l'un des volets essentiels de la République française. L'article 1er de la Constitution pose en effet que la République dans notre pays est démocratique, laïque, mais aussi sociale. La République sociale, la sociale, est le résultat de près de 2 siècles d'histoire. Déjà, la Constitution de 1848 s'ouvrit aux questions sociales après les barricades et les premiers coups de butoir de 1830. Lutte après lutte, grande grève après grande grève, le pan social de la République gagna du terrain jusqu'au programme du CNR, imprégné du dévouement du monde du travail à la résistance, qui déboucha sur le préambule de la Constitution de 1946. Qui, faut-il le rappeler, fait partie intégrante du bloc de constitutionnalité aujourd'hui. Le préambule de 1946 consacre le droit de grève, la liberté syndicale, le droit au travail et à la protection sociale. Il consacre en particulier le droit au repos. Or, mesdames et messieurs les sénatrices et sénateurs, l'idée même de République sociale, symbolisée par le préambule de 1946 et les grandes lois et ordonnances de la Libération, fait corps avec cette journée du 1er mai qui porte en elle l'ensemble de ses combats, l'ensemble de ses conquêtes. Ceux qui tombèrent à fourmis le 1er mai 1891 ne sont que les précurseurs de ceux qui occupèrent les usines en 1936 pour gagner la dignité, ou de ces mineurs qui furent tués en 1948 car ils réclamaient un salaire décent. La République sociale s'est forgée dans la douleur, mais aussi par la démocratie. La retraite à 60 ans ou la semaine de 35 heures sont les enfants de ces décennies de lutte. Le 1er mai est indissociable de la République sociale. Il en est la preuve vivante, bruyante, revendicative, chantante, chaque année. Et c'est en cela que cette fête des travailleurs, de leur lutte, est intimement liée à ce qui fait la République, ce qui fait la Constitution. En attaquant le 1er mai comme vous l'avez fait pour tant de conquêtes sociales, vous brisez le contrat social, vous défiez le peuple et son histoire. Par notre rappel à la Constitution, nous souhaitons démontrer la gravité du projet de loi que vous soumettez aujourd'hui au Parlement sous les oripeaux d'un aménagement technique sans ambition. Pour finir ces propos graves, je ne peux résister au désir de vous lire quelques vers d'une chanson qui porta et porte encore en elle toute la souffrance du monde du travail, mais aussi l'espoir d'un monde moins cruel. J'aimerais toujours le temps des cerises. C'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte, et Dame Fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerais toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Bien, sur cette motion, je vais demander l'avis de la commission. Monsieur le rapporteur. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, c'est un avis défavorable. Je ne vais pas être très long sur la dimension constitutionnelle de ce projet de loi qui a été visé par le Conseil d'État. Je voudrais juste répondre, peut-être d'ailleurs avec moins d'éloquence et d'emphase que la sénatrice à l'instant, mais il ne s'agit en aucun cas, ni lors de la proposition de loi des sénateurs Marseille et de la sénatrice Billon, ni pour ce qui concerne ce projet de loi, de remise en cause du 1er mai, jour férié, chômé et rémunéré. Et d'ailleurs, en tant qu'élu du Nord et attaché à la doctrine sociale de l'Église, pardonnez-moi cette parenthèse, je suis le premier à être attaché, et notre groupe aussi, et la majorité sénatoriale, à ce 1er mai, fête du travail et fête des conquêtes sociales. Mais il s'agit tout simplement dans ce projet de loi de sécuriser les boulangers et les fleuristes, jour de 1er mai, qui font un chiffre d'affaires conséquent, pour ce qui concerne cette ouverture qui se pratique depuis avant même la circulaire de 1986, ça a été dit, mais même depuis 1947.
Et j'accueille en salle des conférences Olivier Henno, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur centriste du département du Nord. C'était vous, le rapporteur du projet de loi. Le Sénat qui a donc adopté ce projet de loi d'ouverture de certains commerces le 1er mai, 229 voix pour, 110 voix contre. Le texte adopté hier autorise les fleuristes et les boulangers à employer sur la base du volontariat des salariés le 1er mai. L'idée, c'était de mettre fin à une ambiguïté sur l'ouverture des commerces boulangeries et fleuristes le 1er mai, c'est ça? Oui, c'est un sentiment de mission accomplie qui est le mien. J'ai proposé donc au Sénat de voter ce texte conforme. C'est un projet de loi du gouvernement. Ça concerne les boulangers et les fleuristes, comme vous l'avez dit, qui pourront ainsi ouvrir le 1er mai à deux conditions: un accord de branche et également le fait que ce soit des artisans et des entreprises de moins de 10 personnes. Et donc, c'est bien évidemment totalement maîtrisé. Est-ce que cette version du texte, elle vous convient? On a semblé comprendre pendant les débats hier au Sénat que vous auriez aimé aller plus loin que simplement les boulangeries et les fleuristes. En réalité, quand on regarde cette affaire, depuis 1947 et la circulaire de 1986, les commerces de bouche et les entreprises culturelles, théâtre, cinéma, sont ouverts. C'est parce qu'il y a eu des inspecteurs du travail zélés, je reconnais leur autonomie, je ne la remets pas en cause, mais qui ont dressé des amendes, qu'on se retrouve dans cette situation, ajoutée à un arrêt de la Cour d'appel, dans l'obligation de légiférer. Oui. Mais jamais le 1er mai n'a été ville morte du point de vue des commerces de bouche. Donc Ça, moi, il y avait un flou en fait juridique autour de cette date et c'est ça que ce texte vient trancher. alors ce texte vient sécuriser des ouvertures qui se pratiquaient déjà, mais ça n'est pas une remise en cause. Moi, je suis attaché au 1er mai, jour férié, chômé, rémunéré, et puis c'est la fête du travail et la fête des conquêtes sociales. Oui. Donc, élu du Nord et attaché à la doctrine sociale de l'Église, je ne suis pas du tout à vouloir remettre en cause, mais simplement, ça n'aurait pas de sens d'exiger la fermeture de personnes. Et il y avait déjà d'ailleurs des conventions collectives sur tous ces métiers. Donc moi, dans un idéal, j'aurais préféré l'étendre aux métiers de bouche et aux entreprises culturelles comme cinéma-théâtre, mais je prends l'avantage et déjà, on sécurise les boulangers et les fleuristes. Et le 1er mai, c'est important pour eux. Quand on écoute les débats d'avant-hier, on se dit qu'il y a un doute sur le fait que seuls les commerces artisanaux profitent véritablement de la mesure. Vous avez dit que seules les entreprises avec un maximum de 11 salariés seraient concernées, mais finalement, on comprend que des entreprises jusqu'à 250 salariés seraient aussi dans cette même branche qui seraient concernées. Alors, c'est la question du droit de suite qui est posée, parce que ces entreprises ont été à un moment petites. La question, elle est posée, mais ça, c'est le gouvernement qui va devoir répondre à ça. Et D'accord. notamment l'accord de branche, puisque l'accord de branche est une exigence qui est contenue dans le projet de loi. Donc, c'est vrai qu'il y a cette interrogation. Mais l'idée générale, quand même, c'est de limiter aux fleuristes et aux boulangers, encore une fois, j'aurais Ça, voulu c'est le voir l'esprit de la loi. aux métiers de bouche, Mm. et moins de 10 artisans, et dans le cadre d'un accord de branche. Autre question, on a entendu un doute sur l'aspect volontaire de ce travail le 1er mai. Il faut être de mauvaise foi pour dire que l'on peut être totalement volontaire dans une très petite entreprise, a pointé la sénatrice écologiste Raymonde Poncet-Monge. Qu'est-ce que vous lui répondez? On peut être volontaire quand on n'a qu'une dizaine de salariés dans une entreprise, que le patron vous connaît très bien? Encore une fois, il ne s'agit pas, c'est ce que j'ai dit, de créer un statut du volontaire comme il y a les pompiers bénévoles. Il s'agit d'exprimer une volonté de vouloir travailler ce jour-là ou de ne pas le vouloir. Et s'il n'y a pas cette volonté, ça ne se fera pas. Et quand on regarde dans nos villes, dans nos communes, comment ça se passe, il y a quand même une dimension sociale qui n'est pas toujours uniquement centrée sur le rapport de force. Il y a une dimension parfois de partenariat. Alors il faudra être vigilant. Mais c'est Ça se fait en cette bonne idée intelligence selon vous sur le terrain? au fond, Déjà de sécuriser ce qui existait déjà. Il ne s'agit pas d'une remise en cause du 1er mai. La gauche préfère les postures, mais en réalité, et d'ailleurs c'est symbolique, puisque la circulaire de 86, comme directrice du travail, a été signée par Martine Aubry à l'époque. Donc l'idée quand même des sociodémocrates, c'était de tout de même permettre le travail le 1er mai pour les artisans. Et ça n'aurait pas de sens de dire aux artisans, travaillez tout seul, parce qu'un boulanger, il ne peut pas être au four et au moulin, vous voyez, on dit ça. Donc, c'est permettre à ses salariés de pouvoir travailler et d'être payés double ce jour-là. Et il nous reste 20 secondes, mais en quelques mots, est-ce qu'on a la garantie que ce texte finira d'être voté d'ici au 1er mai de l'année prochaine et qui rentrera en mesure à ce moment-là, en vigueur à ce moment-là?
Est-ce qu'on en a la certitude? Alors, nous, au Sénat, on a fait notre boulot et à l'initiative aussi d'Hervé Marseille et d'Annick Billon qui avaient Proposé déposé un la texte l'année PPL à dernière. l'époque. Ouais. Maintenant, c'est au gouvernement et à l'Assemblée nationale de Parvenir faire à le faire sien. voter à Et l'Assemblée moi, je nationale. suis responsable. C'est pour ça que je vous disais qu'en ce qui me concerne, Vous aviez c'est voté. mission accomplie. Très bien. Merci Olivier Hénaud pour toutes ces précisions. Merci à vous. Au micro de Public Sénat. Merci. Allez, on en vient au deuxième thème dans cette émission et la Commission des finances du Sénat qui a mené un travail pour faire la lumière sur l'absence d'impôt sur le revenu pour les plus hauts patrimoines en France. Vous voyez les moments forts de la conférence de presse qui se tenait hier au Sénat. Ils ont été préparés pour Public Sénat par Mathilde Noutarelli et Chloé Vaquette. Ce sujet nous semble devoir appeler à la mesure et à l'objectivation plutôt qu'à la caricature. C'est le sens de ce rapport. La France demeure une société relativement égalitaire grâce à un système socio-fiscal redistributif. Ainsi, les inégalités de revenus n'ont pas connu depuis 10 ans l'envolée observée dans beaucoup d'autres pays. Mais évidemment, cela ne signifie pas que rien ne se passe aux extrémités de la distribution, en particulier et surtout en matière de patrimoine. Notre société reste marquée par une tripartition. Les 50% les moins dotés ne détiennent presque aucun patrimoine, les 40% au-dessus environ un tiers, et les 10% les plus fortunés environ 2 tiers du patrimoine. Deux mouvements de fond sont observables. Le renforcement du patrimoine dans l'économie, celui-ci représentant aujourd'hui environ 600% du PIB contre 300% en 1970, et le retour de l'héritage qui représente aujourd'hui environ 60% du patrimoine total contre 35% au début des années 70. Nous ne sommes pas revenus à la société d'héritiers et de rentiers de la belle époque, mais nous nous en sommes peut-être moins éloignés que nous ne l'imaginions. Ainsi, pour la génération née autour de 1970, l'héritage moyen reçu par la moitié supérieure des héritiers atteint 840 000 €, presque autant que les salaires moyens perçus par la moitié inférieure des salariés au cours de la vie, soit environ 950 000 €. Dès lors, la justice fiscale, la progressivité de l'impôt et la contribution commune, qui doit, selon l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés, sont plus que jamais des enjeux majeurs pour s'assurer du consentement à l'impôt de tous, dans un contexte où la réduction du déficit public impose des efforts importants au pays. Or, de nombreuses études suggèrent, sur la base de données de 2016, que le taux d'imposition directe global deviendrait dégressif au sein des 0,1% des foyers fiscaux les plus fortunés et souligne une distorsion croissante entre imposition des revenus salariaux et d'autres revenus plus pilotables. Notre rapport repart d'un fait désormais établi, que vous connaissez, qui a été un petit peu le démarrage de nos travaux. 13 324 foyers assujettis à l'IFI avaient un impôt sur le revenu nul ou négatif en 2024. Mais évidemment, ce chiffre, limité à la fortune immobilière pour faire une première vérification, n'était qu'une porte d'entrée, un révélateur bien imparfait d'un phénomène bien plus large et plus durable. Alors en effet, depuis notre communication du 18 février dernier, nous avons obtenu des éléments supplémentaires d'explication de ce phénomène et de nouvelles données qui nous permettent d'éclairer davantage les situations d'évitement fiscal des plus fortunés. L'application des réductions et crédits d'impôt n'explique en fait que marginalement l'imposition nulle ou négative des revenus, puisque ces avantages fiscaux sont, et vous le savez, plafonnés. Un élément important
près des 3/4 des foyers qui acquittent l'IFI, dont l'impôt sur le revenu est totalement effacé par ces niches fiscales, affichent un impôt avant réduction et crédit d'impôt inférieur à 5 555 €, c'est-à-dire un niveau apparemment faible par rapport à leur patrimoine. De même, quand l'impôt a été effacé par des réductions et des crédits d'impôt, il n'est pas exclu que les revenus imposés eux-mêmes aient préalablement été réduits par d'autres méthodes d'optimisation. Or, la Direction générale des finances publiques identifie seulement quelques ménages dont la situation correspondrait à cette situation qu'on évoque souvent, celle de la veuve de l'île de Ré, soit en fait la combinaison de faibles revenus et d'un patrimoine immobilier proche du seuil de l'IFI. Ainsi, il ressort de nos travaux que s'il existe des foyers IFI aux revenus authentiquement faibles, l'optimisation du revenu fiscal de référence, le fameux RFR, explique en réalité, et pour une part significative, la faible imposition à l'impôt sur le revenu de ces contribuables. D'ailleurs, les services de Bercy, qu'on a rencontrés à plusieurs reprises, identifient en particulier 3 leviers potentiels de pilotage de leurs revenus pour ces contribuables. Premièrement, 22% des foyers IFI AIR nuls ou négatifs réduisent leurs revenus de plus de 2 000 € par l'imputation de charges déductibles ou de déficit foncier. Première possibilité. Deuxièmement, une part de ces contribuables recourraient à des méthodes de thésaurisation dans des véhicules fiscalement distincts. Vous identifiez les sociétés holding. Et enfin, troisièmement, les personnes auditionnées identifient qu'une part de ces contribuables pouvait subtilement réduire leurs revenus par les amortissements associés à la location meublée, le fameux dispositif LMNP. En revanche, les foyers IFI AIR nuls ou négatifs ne semblent pas pratiquer davantage la fraude fiscale que d'autres contribuables assujettis à l'IFI, selon les déclarations des services de Bercy qui contrôlent de manière très ciblée cette population. Par ailleurs, on a souhaité examiner aussi la situation des foyers fiscaux assujettis, à l'époque où il existait, à l'impôt de solidarité sur la fortune et qui avaient un impôt sur le revenu nul ou négatif, et ça pour les dernières années, donc 2016 et 2017, dernières années où les données relatives au patrimoine mobilier des ménages étaient disponibles. À partir de croisement de données, il apparaît que 40 692 foyers fiscaux assujettis à l'ISF payaient un IR, enfin payaient pas en fait, puisqu'ils payaient un IR, ils devaient acquitter un IR nul ou négatif en 2017, soit 11,9% du total des foyers relevant de l'ISF. Pour rappel, l'ensemble des contribuables soumis à l'impôt sur la fortune représentait le centième le mieux doté en termes de patrimoine. Pour être encore plus concret, au sein du plus haut 100 millième de patrimoine, composé, vous allez voir, c'est à l'unité près, de 379 foyers fiscaux en 2017, 38 foyers, donc 10%, détenant un patrimoine médian de 71,1 millions d'euros, avaient un impôt sur le revenu nul ou bénéficiaient de versements du Trésor public au titre de crédit d'impôt. Il en allait de même au sein du millième des ménages les plus riches, pour 4 423 foyers fiscaux détenant un patrimoine médian de l'ordre de 20,4 millions d'euros, correspondant à 12% d'entre eux. Cet examen des données sur l'impôt sur la fortune nous offre, d'une certaine manière, un aperçu plus complet du patrimoine total des ménages, permettant d'apprécier donc plus finement les capacités contributives des foyers fiscaux les plus aisés. Et, disons-le, faute de vision consolidée, et évidemment plus récente du patrimoine total des ménages, nous avons cependant
dû et à ce stade nous appuyer sur ces données qui datent de près de 10 ans. Et j'accueille en salle de conférence Christine Lavarde, bonjour. Bonjour. Sénatrice LR des Hauts-de-Seine. Alors qu'est-ce que vous retenez de ce rapport présenté hier par le président socialiste de la Commission des finances, Claude Raynal, ainsi que le rapporteur général LR, Jean-François Husson? À Bercy, il y a un trou noir, une boîte noire, comme disent les sénateurs, il y a une boîte noire comme ça sur le suivi de l'imposition des plus riches en France. C'est ce qu'il faut retenir. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on avait eu les déclarations du ministre de l'économie à l'époque, Éric Lombard, qui 11 dit, janvier. brut de décoffrage, 13 000 foyers qui sont imposés à l'impôt sur la fortune immobilière ne payent pas d'impôt sur le revenu. Donc, dit comme ça, c'est scandaleux, puisque pour être imposé à l'impôt sur la fortune immobilière, il faut avoir déjà un certain niveau de patrimoine, un patrimoine qui est uniquement composé d'actifs immobiliers. Donc ça veut dire que quand on dit ça, on ne regarde même pas aussi ce qui peut se passer sur leur patrimoine mobilier. Ce rapport et ce travail qui a été mené permet d'éclairer et d'expliquer pourquoi ces 13 000 foyers ne payent pas d'impôt sur le revenu. Et sur cette expression de boîte noire, alors, c'est contre-intuitif parce qu'une boîte noire dans un avion, c'est ce qui répertorie précisément ce qui se passe dans l'avion, par exemple quand il y a un crash. C'est plutôt un trou noir, Bercy, qui n'est pas en mesure de bien définir en fait ce que reversent les plus hauts patrimoines au fisc, c'est ça? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est certain, c'est qu'on n'a pas une remontée de toutes les informations qui permettrait de connaître l'exhaustivité complète d'un patrimoine et d'un revenu à un moment donné. Les informations, elles existent pour partie, certaines de manière assez diversifiée, avec des granularités plus ou moins importantes. Donc ce que montre ce travail, c'est que pour pouvoir faire un travail statistique poussé, il va déjà falloir commencer par vraiment collecter toute la donnée, être capable de l'agréger, pour après en tirer peut-être des conclusions sur une modification de la fiscalité. Mais après, ce sur quoi aussi il faut être très attentif, c'est que quand on parle patrimoine, d'accord, le patrimoine immobilier, il a une valeur si la vente se produisait tout de suite, mais c'est une valeur qui est latente. Si le marché immobilier s'écroule, votre bien peut très bien voir sa valeur divisée par deux. Et c'est exactement la même chose pour les biens mobiliers. Quand vous avez des actions d'une entreprise, notamment dans la tech, en fonction de ce qui se passe, et on a vu, il y en a des exemples récents qui montrent que la capitalisation en fait, d'une société, elle peut varier à l'époque, très fortement. Ouais. Avant de décider s'il faut imposer plus et comment, il faut d'abord savoir de quoi on parle. C'est bien le minimum si l'on aspire à un débat démocratique éclairé et apaisé, a prévenu Claude Raynal hier. Il y a un enjeu démocratique avec ce rapport présenté hier. Aussi de l'acceptation des impôts par tous les citoyens. Si on connaît mal l'imposition des plus hauts patrimoines, il y aura des difficultés pour tous les Français à consentir à l'impôt. Je pense qu'il y a un vrai sujet du consentement à l'impôt. Mais c'est ce que j'ai fait comme remarque hier en commission des finances, c'est-à-dire qu'effectivement, il peut y avoir du sens à vouloir venir préciser la définition du revenu fiscal de référence en venant y ajouter des éléments aujourd'hui qui n'y participent pas. Mais à ce moment-là, je le dis aussi, il faut qu'on ait une vision complète de moi ce que j'appellerais le revenu disponible pour vivre, pour faire vivre son foyer, et y inclure aussi les transferts sociaux. Parce que si on ne fait pas ça, on peut avoir pour les ménages qui sont un peu trop riches pour bénéficier des prestations sociales, se trouver ensuite par les autres mécanismes redistributifs, et je pense notamment aux prestations qui sont faites par les collectivités, où là, on va avoir un tarif qui peut être fonction justement de ce fameux revenu fiscal, qui peut être très différenciant. Et donc, si jamais on considère que vous n'avez rien, parce que vous n'avez que des prestations sociales et qu'on vous fait payer zéro, et que la personne qui est juste au-dessus, qui en fait a le même revenu disponible que vous, on lui fait payer, 4 € la cantine, vous voyez bien qu'à la fin du mois, il y a un écart assez substantiel qui se crée entre deux ménages assez proches, mais qui finalement, sur leur mois, ne vont pas avoir le même revenu disponible pour vivre. Le constat des sénateurs, c'est aussi que les dispositifs présentés dans le budget sont mal conçus face à ces mécanismes d'optimisation fiscale. C'est aussi ça l'enjeu, c'est de mieux prélever l'impôt sur les grandes fortunes dans les prochains budgets. Alors, ce que montre aussi quand même ce travail, c'est que quand on est venu créer des nouveaux impôts supplémentaires, finalement, entre le rendement escompté et le rendement réel, il y a un énorme écart, notamment parce qu'en fait, le capital est mobile, il faut le rappeler. Donc, les gens sont capables d'anticiper et de restructurer. Ouais, donc ça, c'est la première chose à dire. Après, dans le dernier projet de loi de finances, en tout cas, le groupe auquel j'appartiens a porté un certain nombre de mesures, justement pour venir encadrer de manière très précise
des dispositifs que certains voudraient remettre en cause. Je pense notamment au pacte Dutreil. Pour que le pacte Dutreil serve bien à la transmission du capital productif et pas à venir faire bénéficier d'une fiscalité avantageuse des biens qui peuvent être possédés par l'entreprise, mais qui finalement servent plus à l'usage courant. Et la Cour des comptes avait déjà fait une note là-dessus. C'était ma dernière question, et j'allais vous interroger sur le chantier sur les successions, parce qu'effectivement, on voit que eh bien, le rapport demande par exemple une enquête sur le sujet, en accélérant le calendrier de la numérisation des déclarations de succession. C'est un grand chantier, il faut tout revoir en la matière, et notamment la loi Dutreil. Il faut tout remettre à plat. Alors, il y a des choses très différentes. La loi Dutreil, elle est là pour transmettre le capital productif et faire en sorte que... On a vu des abus. Il y a eu des abus dans le passé. Des chalets qui deviennent des moyens aussi de production, etc. C'est bien pour ça qu'on a essayé dans le dernier projet de loi de finances de venir réduire l'assiette en fait des biens qui sont éligibles au pacte Dutreil. Alors après, ça nécessite beaucoup de textes d'application pour justement venir bien préciser parce que parfois c'est très ténu et effectivement ceux qui essaient d'optimiser et qui là justement viennent mettre à mal le consentement à l'impôt. Contre cela, je suis d'accord, il faut faire de la lutte, entre guillemets. Mais pour tous ceux qui, effectivement, utilisent le pacte Dutreil pour qu'une entreprise dont l'actionnariat est national reste national avec une transmission de père en fils et garder de l'emploi local, c'est très bien. Donc. Très bien. Merci, Christine Lavarde, pour toutes ces explications. Micro Public Sénat, merci. Merci. Allez, on passe au troisième thème dans cette émission et un nouveau projet de loi de simplification en faveur des collectivités locales présenté en commission par la ministre Françoise Gatel. On l'écoute, on y revient juste après avec un invité. Merci de me donner l'occasion de présenter ce texte de loi. Chacun le sait, ici au Sénat, ça relève de manière, je le dis de manière positive, d'une obsession, puisque je rappelle que le Sénat a beaucoup travaillé sur cette exigence de simplification et qu'en mars 2023, il y a eu une charte de simplification qui a été signée ici au Sénat à l'initiative de la délégation aux collectivités entre le président du Sénat, le président du CNEN et le gouvernement, essayant de définir une procédure de fabrique de la loi qui garantisse de l'efficience et de la simplification. Cette démarche de charte a inspiré l'Assemblée nationale, puisque nous avons signé ce printemps la même charte à l'Assemblée nationale. Ici, donc le 30 avril dernier, s'est tenu le rendez-vous de la simplification, qui est un rendez-vous annuel depuis la signature de la charte, où on rend compte des progrès qui ont été faits et de la route qui nous reste sinon à prendre, du moins à continuer. Dieu sait si c'est, comme disent les Anglais, a long way. En tout cas, au fond, la question de la norme, si la norme aujourd'hui relève d'une surenchère, c'est aussi parce que la réalité est complexe et que nous devons à la fois prendre en compte des enjeux, cela a été dit, de protection des libertés, de protection de l'environnement et de renforcement parfois de la sécurité. Et les normes thématiques s'additionnent et se cumulent et produisent parfois une sorte de blocage, voire de contradiction qui empêche d'agir, alors que le souci que nous poursuivons les uns et les autres, et certaines associations utilisent même le mot de pouvoir d'agir, c'est bien de redonner aux collectivités une capacité à agir et à simplifier les choses. Donc, je crois que la norme, au-delà de la brouille des cerveaux qu'elle génère parfois chez les élus qui reçoivent des avis contradictoires de plusieurs services et agences de l'État, c'est un enjeu profondément démocratique, parce que la surcharge de normes, qui encore une fois n'est pas un empilement, mais c'est on va dire, un nœud de normes qui ont toutes une origine vertueuse, touche à la confiance que nos concitoyens apportent aux institutions, parce qu'il n'y a pas un maire qui ne voudrait trouver une solution pour les concitoyens et qui se retrouve à dire assez régulièrement « je voudrais bien, mais je ne peux pas parce qu'il y a telle et telle norme ». Et nous savons
que dans le mandat 2020-2026, la lassitude exprimée par l'ensemble des élus et le nombre de démissions exceptionnelles que nous avons connues chez les maires sont nés de différentes causes, mais il y en a une qui est récurrente et qui s'aggrave, c'est la difficulté d'agir et la complexité des choses. Alors, on ne remet pas en cause la loi, mais la manière dont il est possible de la mettre en œuvre, ça renvoie naturellement aux études d'impact, ça renvoie à un certain nombre de choses de cette nature. Et il y a un volet où la norme venant de l'État peut interroger. Depuis que la France s'est engagée dans une démarche de décentralisation, nous avons transféré des compétences, nous avons donc renforcé les responsabilités locales. Et une question s'est progressivement imposée, l'État ou la loi peuvent-ils continuer à définir des normes pour des compétences qui ont été transférées et qui relèvent donc de la responsabilité des collectivités. Je crois qu'aujourd'hui, le temps qui nous obsède, en tout cas au gouvernement, et qui obsède positivement le Premier ministre, c'est celui de la capacité à agir et sa volonté extrêmement affirmée lors du congrès des maires, où il a annoncé en novembre dernier qu'avant le prochain congrès des maires, il y aurait 100 mesures de simplification qui seraient prises. Ça me semble être une détermination que nous pouvons partager, puisque vous le savez, en 20 ans, le Code général des collectivités territoriales a été multiplié par 3. Je regarde Marc-Philippe Daubresse, le Code de l'urbanisme a grossi de 40%. Ah ben, ça ne cesse de... Voilà, en temps réel, là, vous avez les chiffres. On se revoit dans une heure pour voir ce qu'il en est. En tout cas, aucune de ces normes, je le dis, n'est née sans raison. Mais on sait bien qu'une formalité s'ajoute à une autre. Un contrôle vient compléter un contrôle. On est vraiment dans la surenchère. Donc, le gouvernement, sous l'initiative du Premier ministre, a décidé, ça répond à votre première question, Madame la Présidente, a décidé de se lancer dans une démarche obstinée, récurrente, une sorte de mission, on va dire, pérenne. Je vais même dire que c'est une conversion culturelle, j'espère que nous la partagerons. Le Premier ministre a donc dit 100 mesures de simplification seront prises avant le prochain congrès des maires. Je pense que nous aurons dépassé ce chiffre de deux manières. D'abord, d'une manière réglementaire, puisqu'on peut toiletter assez rapidement tout ce qui relève du règlement, et puis d'une manière législative, et c'est le texte qui est proposé aujourd'hui. Alors, comment avons-nous fait ? Je veux dire, ces mesures de simplification ne sont pas nées au ministère. Il y a eu un roquelaure de la simplification qui a été lancé en mars 2025 par mon prédécesseur François Rebsamen. Et nous avons ensuite invité les préfets, l'ensemble des associations d'élus et les parlementaires et le Sénat à contribuer à nous faire part de suggestions et d'orientation, ceci complété par le travail de Boris Ravignon. Nous avons reçu 600 contributions de simplification. Toutes ces mesures ont été diagnostiquées, évaluées, estimées, et nous avons décidé de retenir des mesures qui faisaient consensus et qui pouvaient être aisément levées rapidement et produire du résultat. Et nous avons présenté ce travail au printemps dernier, au second roquelaure de la simplification. Depuis, nous avons travaillé avec l'ensemble des associations d'élus et nous avons donc sorti en février un premier méga décret qui porte 46 mesures réglementaires. La plus, on va dire, la plus parlante, c'est la suppression de l'obligation annuelle de vidange de piscine, alors même que l'eau du bain, si je puis dire, est contrôlée de manière constante. Vider une piscine annuellement, c'est globalement une dépense nationale de 30 millions d'euros et ça revient à jeter l'eau par la fenêtre, si je puis dire, alors qu'on sait que l'eau
il n'y a pas de bébé dans le bain qu'on jette, et que l'eau est une denrée rare. Donc 46 mesures réglementaires, un second méga-décret d'une trentaine de mesures est transmise à ce stade au Conseil d'État le 5 juin, sera publié avant le 15 juillet. Dedans, il y aura des dispositions qui concernent la DSEC. Vous savez, cette dotation de solidarité en cas de catastrophe climatique. Nous allons proposer des simplifications et de l'accélération des choses. Enfin, aujourd'hui, nous discutons d'un projet de loi qui embarque 42 mesures de niveau législatif et qu'il ne s'agit pas de s'arrêter en chemin, mais il s'agit de poursuivre les choses, puisque parallèlement aux dispositifs réglementaires et législatifs, nous avons musclé le CNEN. On en reparlera car vous avez des propositions à faire, mais le CNEN a été doté d'une force complémentaire avec les inspecteurs des différentes inspections, et nous avons chargé le CNEN d'une mission annuelle. Et l'idée, c'est que chaque année, il y a un sujet particulier pour le CNEN. Et cette année, c'est le sujet des bâtiments scolaires. Et le Premier ministre a autour de lui une task force qui doit travailler sur le sujet de l'urbanisme. Je ne serai pas plus longue, Madame la Présidente, sauf un mot. Alors, les mesures que nous présentons peuvent ressembler à un inventaire à la Prévert, sauf que vous avez vu que c'est quand même ordonné, puisque nous avons des thématiques. Je prends l'exemple le plus caricatural de ce qui se passe, c'est que les maisons France Service, il y en a 2800 aujourd'hui, 3000 l'année prochaine. Ces maisons France Service font l'objet d'une évaluation et d'un label. Une fois que vous êtes labellisé France Service, il y a régulièrement des inspections pour voir si les choses suivent, mais aujourd'hui, chaque année, chaque maison France Service doit remplir un dossier pour aller solliciter la contribution de l'État que vous votez, qui est aujourd'hui 47 500 €. C'est quand même un peu particulier. Donc nous proposons de supprimer ces dossiers administratifs pour l'attribution d'un financement qui est dû. C'est ainsi 2800 dossiers administratifs dont on pourra se passer cette année. Je ne serai pas plus longue, puisque vous allez avoir plein de questions. La deuxième, Madame la Présidente, si je puis me permettre, sur est-ce que ce que nous faisons va affaiblir la place des communes. Madame la Présidente, vous connaissez la conviction qui est la mienne, c'est-à-dire je pense que tout part du premier kilomètre, qui est celui de la commune, et que la commune est à la fois, on va dire, associée pour réaliser son action à des syndicats, à des intercos, départements, etc., mais qu'en tout cas, nous savons, vous le savez, depuis que j'occupe cette fonction, je me suis déplacée dans 63 départements. J'ai rencontré à chaque fois des centaines d'élus. Il n'y a pas une seule rencontre où je n'ai pas entendu de la part d'un maire, quelle que soit la taille de sa commune, simplifiez-nous la vie, allégez les choses, et que je crois que ce que nous faisons à travers ce texte, à travers les décrets que nous prenons et l'obsession que nous continuerons à porter, et qui est sans doute partagée avec le Sénat, n'a qu'un objectif et qu'un résultat, c'est alléger les contraintes qui sont parfois absurdes, qui pèsent sur les maires et qui les empêchent d'agir. Donc je crois que tout ce que nous proposons concerne essentiellement les communes. Donc je crois que c'est l'affirmation du principe de libre administration des collectivités, de capacité à agir. Donc c'est, je crois, un renforcement de la capacité à agir des élus et à gagner du temps. Voilà, Madame la Présidente. Madame la ministre, vous le savez, vous étiez à l'époque sur nos bancs et vous savez très bien l'importance qu'accorde le secrétaire de mairie à la promotion par l'inscription sur la liste d'aptitude des centres de gestion de la fonction publique territoriale. Ce que nous avons bien voulu concéder au secrétaire de mairie, à savoir qu'elles seraient toutes et qu'ils seraient toutes promus en catégorie B et qu'ils auraient un contingent réservataire sur la liste d'aptitude des centres de gestion de la fonction publique territoriale, j'apprends, je ne sais par quelle mesure et à quelle occasion, autour d'un passe-passe, parfois j'ai l'impression de ne pas avoir des ministres face à moi, mais des joueurs de bonneteau.
des joueurs de Bonto qui sont là pour justement rouler dans la farine leurs interlocuteurs. Ce que nous avons obtenu pour les secrétaires de mairie, je ne comprends pas pourquoi quelques mois plus tard, on voudrait le remettre en cause. Bref, voilà autant de sujets sur lesquels nous pourrons avoir le débat en séance. Madame la ministre, expliquez-nous. La parole est à la Défense, je vous remercie. J'ai répondu à la présidente Cukierman, monsieur le sénateur, cher Éric Kerrouche. Alors, je partage ce sentiment mitigé que vous avez. Moi, je n'interdis pas les sentiments. Je sais aussi l'appétence que les uns et les autres ont sur une volonté de pouvoir aller plus haut, plus loin et plus fort, comme on dit aux Jeux Olympiques, voilà. Mais encore une fois, je dis, c'est une course de fond et je ne crois pas que c'est d'un coup de baguette magique, c'est-à-dire c'est par un texte qu'on va soudainement purifier l'atmosphère en simplifiant les choses. Il faut de l'acharnement, il faut de la détermination et encore une fois, on entreprend une sorte de marathon. Mais je comprends et j'entends et je respecte votre sentiment. Sur les CCAS, c'est un vrai sujet. Je pense que les CCAS ont été créés à un moment pour que les communes entreprennent, on va dire, de l'action sociale dont la définition ou l'action était pour moi un peu encadrée. Aujourd'hui, quand une commune pratique des tarifs sociaux à la cantine, dans ses centres de loisirs, quand elle pratique des tarifs ou de la gratuité dans ses médiathèques, dans les transports, tout ça, c'est de l'action sociale, puisque c'est vraiment de la capacité qui est donnée de mieux servir, on va dire, la promesse républicaine d'égalité de droits. Et tous ces sujets-là ne sont jamais traités par les CCAS. Et que nous avons dans des communes une complexité qui est générée, parce que la commune, elle met à disposition du personnel municipal pour gérer le CCAS et on a un budget à part. Donc, encore une fois, ne nous méprenons pas, parce que je sais à un moment le débat qui a eu lieu quand on a déjà dans un texte envisagé le caractère facultatif. C'est pas ce que vous avez dit, je le sais, cher Éric, mais moi j'ai entendu, on m'a dit, vous comprenez, en gros vous êtes des gens horribles parce que vous n'avez aucun cœur et vous voulez supprimer toute l'action sociale. On a entre nous des gens qui ont une idée de la complexité de la vie et trop respectueux des engagements des uns et des autres pour ne pas penser que ce que nous faisons, c'est ça. Nous disons l'action sociale, elle est au cœur de l'action de la commune. Enfin, on va prendre les plans communaux de sauvegarde, on va prendre les dispositions qu'on met en place pour les personnes isolées, contre la canicule, contre le grand froid, etc. Et que nous disons, nous affirmons avoir confiance dans les élus locaux pour qu'ils puissent déterminer l'organisation juridique avec laquelle ils vont faire les choses. Et que rien n'empêche d'associer, comme ça se fait dans des tas de commissions, des partenaires importants. Donc donner cette liberté, encore une fois, c'est réaffirmer le cœur de l'action des communes, qui est une action sociale au sens large. Mais encore une fois, moi, je suis favorable à permettre la liberté de choix aux communes, car je suis sûre que nous n'aurons pas moins d'action sociale, nous aurons encore une fois une meilleure performance des choses. Alors, que fait le gouvernement au-delà de s'adonner toute la journée à des jeux de bonto, des tours de passe-passe? Alors moi, je ne sais pas faire, je suis trop franche pour faire des tours de passe-passe. Il nous arrive de travailler beaucoup. Il nous arrive aussi d'être confrontés à des réalités. Je veux dire, on a eu des choix, et j'assume, le gouvernement fait des choix de priorité, et nous avons aujourd'hui un embouteillage législatif qui est dû à des urgences. On a eu la loi agricole, on a eu le narcotrafic. Aujourd'hui, tout le monde appelle de ses voeux une loi de protection de l'enfance, et nul ne peut dire que ceci ne relève pas de l'urgence. Je sais que le ministre de l'Intérieur est aussi très attentif sur les polices municipales. Et j'espère, je ne sais pas si ce texte pourrait être passé avant la fin de la session extraordinaire, mais il doit en tout cas
faire partie des priorités. Et j'accueille en salle des conférences Éric Kerrouche. Bonjour. Bonjour. Sénateur socialiste des Landes. Vous êtes vice-président de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales. Que dire de ce projet de loi? La ministre a dit « Ce n'est pas le grand soir, mais les grands soirs peuvent laisser un goût de gueule de bois ». Que pensez-vous de son projet de loi de simplification? Et de cette expression aussi en audition? Alors, indubitablement, ce n'est pas le grand soir, et ça, c'est une évidence, je pense, pour l'ensemble du Sénat. On attendait, en tout cas, c'était l'ambition du Premier ministre et bien entendu de Françoise Gatel, un grand texte de décentralisation. Avec un volet de simplification, mais au sein d'un grand texte avec plusieurs mesures de décentralisation? On va en parler. En fait, il y a deux textes qui vont se succéder. Il y a d'une part le projet simplification, d'autre part celui sur l'État territorial. Sur le projet simplification, je ne sais pas quoi vous dire. Il y a des mesures qui sont utiles. C'est un texte où il y a une succession de mesures de simplification dont certaines ne sont pas inutiles. On aurait probablement souhaité aller beaucoup plus loin et faire différemment. Néanmoins, je ne peux pas vous dire qu'il est inutile. Je ne peux pas vous dire non plus que c'est celui qu'on attendait tous. On parle de 42 mesures de simplification du droit applicable aux collectivités territoriales qui vient s'ajouter à 2 méga-décrets, comme dit le gouvernement, de plus de 70 mesures. Alors, depuis le congrès des maires en novembre dernier, le gouvernement avait beaucoup parlé de supprimer, par exemple, l'obligation annuelle de vidange d'une piscine. C'est ça qu'on va avoir, c'est des petites mesures comme ça pour la vie quotidienne des élus locaux? Alors, pas inutile, mais pas non plus, très, très attendu non plus. Donc la mesure dont vous parlez fait partie des décrets de simplification. Mais en fait, là, c'est très difficile de se positionner sur ce texte parce qu'il y a vraiment à boire et à manger. On a des mesures qui étaient utiles, qui étaient attendues, mais on ne va pas au cœur de la simplification. Et par ailleurs, il y a une partie des mesures qui ont été, et que nous avons d'ailleurs suivies, qui ont été supprimées par les rapporteurs eux-mêmes. Moi, ce que je crains, c'est qu'à la fin, on ait encore cette espèce de patchwork, parce que le texte n'ayant pas de colonne vertébrale, tout le monde essaye d'apporter ce qu'il pense être une vraie simplification. Et puis de l'autre côté, on a un texte qui, lui, procède à une recentralisation autour du préfet, ce qui est incompréhensible. Qui est l'autre texte, ce que vous disiez sur les territoires. Ce qu'attendent les élus locaux, c'est un nouveau souffle de liberté locale, principalement à la main des communes. C'est un texte de décentralisation un peu vaste. C'est ce qu'a dit Jean-Michel Arnaud, le sénateur centriste. Il a ajouté « Ce texte, j'ai cru comprendre, ne sera pas à la table des priorités avant la fin de la mandature. Nous le regrettons. » Il faut donc comprendre, là, ce qu'on a vu dans cette audition, c'est qu'il n'y aura pas de grand texte de décentralisation d'ici la fin du quinquennat. Alors, je pense qu'il n'est pas possible pour le gouvernement, dans la situation où il est, de pouvoir passer à un grand texte de décentralisation. Faute de majorité à l'Assemblée nationale. Faute de majorité, et je pense aussi faute de vision de ce que doit être à la fois l'État territorial et la décentralisation. Et puis, il faut éviter les irritants vis-à-vis des élus. Moi, j'en vois au moins deux. Celui sur les retraites des élus qui pose un problème, et nous avons fait un amendement transpartisan en la matière, parce que d'une certaine façon, le gouvernement n'a pas respecté la parole qu'il avait donnée. Puis une autre difficulté qui nous est plus spécifique, qui est le risque d'une suppression des CCAS, des centres communaux d'action sociale, qui est pour, je pense, une partie de cet hémicycle, et je crois que c'est transpartisan. Je pense que cette suppression ne va pas dans le bon sens. C'est une fausse simplification. J'ai une dernière question. Qu'est-ce que, selon vous, les élus locaux attendent désormais concrètement du gouvernement? Alors, sans doute pas ces textes, mais probablement un peu plus de moyens. Et je crois que malheureusement, je vous l'ai dit, le texte simplification n'est pas inutile, et on verra en ce qui nous concerne comment on va voter en fonction du résultat. Oui. Mais sécuriser l'action des élus, c'est surtout leur donner les moyens d'agir sur les territoires, et donc leur donner les moyens financiers, ne pas les limiter dans leur capacité d'investissement. C'est malheureusement ce qui se passe. Voilà, les discussions autour du projet de finances, où beaucoup de coupes budgétaires se sont faites sur le dos des communes, notamment avec le fonds vert ces dernières années. C'est aussi comme ça une entrave à l'action des élus locaux. Mais c'est tout simplement une entrave à la vie collective, parce que sans ce qui est porté
par les collectivités, les investissements du quotidien, les services du quotidien, eh bien, on a des ruptures territoriales que ne supportent plus les Français. Eh bien, merci Éric Kerrouche. Et nous suivrons l'examen de ce texte en séance dans les prochaines semaines. Merci à vous. Merci beaucoup. Allez, on en vient au dernier thème dans cette émission et l'audition du nouveau président directeur du Louvre au Sénat. L'occasion d'entendre une nouvelle alerte sur l'état de vétusté du plus grand musée du monde. On écoute Christophe Leribaud. Vous savez, j'ai pris mes fonctions de président-directeur dans un contexte particulièrement douloureux pour le musée du Louvre et ses équipes. La meurtrissure du vol et le traumatisme des mois qui ont suivi sont toujours très vifs. On connaît aussi toute l'exploitation médiatique qu'il y a eu autour de ce drame. Donc l'urgence à mon arrivée était d'apaiser les esprits, de prendre en compte, de prendre un temps nécessaire à la consultation et à l'écoute des agents du musée. J'ai donc été à la rencontre des différents services du musée, dans les salles, dans les ateliers, dans les jardins, aux postes de sécurité, mais aussi au Louvre-Lens, à Liévin, au Louvre Abu Dhabi, pour rencontrer l'ensemble des équipes dans leur lieu même de travail. C'est l'occasion aussi de visiter, de voir un petit peu les conditions de travail des uns et des autres. C'est pas une mince affaire parce que le Louvre, c'est quand même grand. Donc, plus de... Le micro fonctionne, oui? Oui, pardon, j'ai cru que les signes concernaient cela. Et donc, avec ces 70 000 mètres carrés de salles et de galeries, donc ouvertes au public, au-delà, il y a après tout le reste, un domaine de 30 hectares avec les Tuileries, 2300 agents, 30 000 visiteurs quotidiennement. Le Louvre est en fait un quartier de Paris en soi. C'est plus de 20% du premier arrondissement. Donc en parallèle, nous avons pris bien sûr à bras-le-corps les urgences qui s'imposent à notre établissement, en particulier concernant la sécurité et la sûreté du bâtiment, des œuvres qui l'abritent et de tous ceux qui l'accueillent. La principale mesure porte sur la mise en œuvre du schéma directeur des équipements de sûreté, bien sûr. Tous les marchés sont désormais en cours. Les équipes du Louvre travaillent avec la maîtrise d'œuvre technique et les entreprises de travaux. Dès le mois d'octobre, nous entamons la création du nouveau poste central de commandement qui sera déplacé au sein du palais pour lui donner plus d'espace et plus au centre du bâtiment. Donc là, les travaux commencent vraiment au mois d'octobre. On ne peut pas non plus lancer des projets de cette envergure en quelques jours. Il y a quand même pas mal de préparatifs et de marchés à passer. Mais enfin, donc, ça débute à la rentrée. Par ailleurs, les équipes travaillent pour mettre en place la surveillance vidéo périmétrique. Son installation était déjà prévue par le schéma initial, mais qui devait être déployée en plusieurs phases. Il a été donc décidé de faire l'ensemble en avance de phase de toute la détection par caméra. C'est des études qui sont très complexes, qui sont en cours, et les installations commenceront début 2027. Nous avons bien sûr installé en urgence quelques caméras supplémentaires dans des endroits absolument névralgiques dont on avait constaté la déficience, mais on ne peut pas recréer tout un nouveau réseau avec des centaines de caméras sans renforcer l'armature technique qui est en amont. Donc c'est pour ça qu'on a pu tout de suite installer différentes caméras, mais on ne peut pas, cette grande opération que nous menons, nous pouvons le faire qu'en début 2027. Déjà, ça anticipe beaucoup par rapport à ce qui avait été prévu initialement. Nous avons déployé aussi d'autres mesures indispensables. Les grilles d'accès, notamment au domaine, ont été remises en état, notamment pour permettre de faire face à des mouvements de foule, ce qui permet donc de clôturer très rapidement. Ces grilles ont été remises à niveau. Enfin, tout ça fonctionne pour qu'une personne puisse les manœuvrer en urgence si des mouvements de foule se présentent. Un poste mobile de police est désormais actif pendant les périodes intenses de fréquentation. Je voulais d'ailleurs saluer la parfaite coordination avec la préfecture de police, avec laquelle nous sommes bien sûr en contact permanent. Pour répondre à tous les types de menaces, y compris cyber, qui pèsent sur notre établissement, nous avons créé le 1er juin 2026 une nouvelle direction au sein du musée, la direction des systèmes d'information et du numérique, dont l'une des missions essentielles est de garantir le plus haut degré de cybersécurité au sein de notre musée, avec des recrutements à la clé, ce qui n'est pas simple dans la grille actuelle des salaires de la fonction publique pour des
des fonctions très spécialisées pour lesquelles nous sommes un peu plus en concurrence avec le privé que pour les historiens de l'art. Enfin, pour que tous les enjeux de la sûreté soient pilotés avec le degré de transversalité et de précision nécessaire, nous accueillons à partir du 13 juillet un coordinateur sûreté, poste qui m'est directement rattaché. Il s'agit d'un expert chevronné et reconnu, M. Olivier Goupil, qui a été commissaire divisionnaire de police et qui, pendant ces 5 dernières années, était directeur de l'unité opérationnelle de pilotage et de coordination de la sécurité au sein du groupe RATP. Il a piloté la modernisation et le transfert, là aussi, d'un poste central de commandement, de sûreté, donc un très gros équipement qui sera inauguré à la fin du mois, ce qui explique du coup l'arrivée d'Olivier Goupil en juillet, parce qu'il fallait quand même évidemment qu'il termine ses installations. L'inverse aurait plutôt été mauvais signe sur son implication. Mais donc c'est quelqu'un qui arrive avec une expérience très précieuse, non seulement évidemment de la gestion du public, mais aussi de la coordination avec les différents services de la préfecture de police et autres de l'État. M. Goupil assurera le contrôle, la coordination donc, des opérations de sûreté au sein des différentes directions du musée du Louvre, en lien étroit avec, bien sûr, la direction de l'accueil et de la surveillance, le service de prévention de sécurité incendie et le responsable unique de sécurité, permettant d'avoir sur ces sujets à la fois une vision d'ensemble et opérationnelle, puisque évidemment les failles se créent entre les différentes directions. Il faut avoir une vision unique de façon à être sûr que tout soit bien coordonné. Mais ce n'est évidemment pas tout. Nous menons des travaux d'envergure au sein du musée qui touchent à la fois des espaces fréquentés par les visiteurs, mais également les bureaux des équipes scientifiques. Par ailleurs, la réfection qui était bien nécessaire des locaux, des espaces de pause des agents sera par ailleurs achevée cet automne. Différents travaux un peu d'urgence ont été menés en ce sens. En matière de grands travaux, dans l'aile du bord de l'eau, donc qui longe, comme son nom l'indique, toute la Seine, nous préparons le déménagement des bureaux de 5 des 9 départements scientifiques. La vétusté des réseaux de chauffage, de ventilation et de climatisation est devenue critique. D'ailleurs, il n'y a pas de chauffage non plus dans mon bureau. Nous n'avons que des petits radiateurs à huile, tout ce qui est interdit évidemment dans tous les locaux administratifs. Donc là, nous sommes sous la grande galerie. Donc ces travaux étaient absolument impératifs. C'est une opération très lourde de renouvellement des équipements qui va s'étager sur durer 4 ans, pour lequel donc, on a dû louer des bureaux pour pouvoir transférer les conservations de tous les départements archéologiques, mais les documentations, les bibliothèques, le centre de recherche, de façon à pouvoir mettre à neuf tous ces bureaux, éviter les fuites d'eau sur les bibliothèques, éviter la multiplication de ces moyens de chauffage qui comportent de vrais risques. Dans l'aile sud du quadrilatère Sully, alors ça peut vous paraître un peu abscon, mais bref, c'est l'aile face à la Seine qui est en face de l'Académie française, voilà, de l'Institut. La fragilité des poutres du 2e étage a entraîné en novembre dernier l'évacuation des bureaux de 2 des autres directions, la fermeture du centre de recherche Vivant Denon et de la galerie Campana, donc à titre préventif. Donc François Chatillon, qui est l'architecte en chef des monuments historiques, qui a la gestion du palais, conduit ce projet et assure en ce moment les études préalables, qui sont d'ailleurs a priori presque quasiment achevées. On a déjà eu les documents, mais enfin, ce n'est pas encore tout à fait perlé. Donc, outre le relogement des équipes dans un bâtiment loué en urgence aussi à cet effet, nous devons évacuer plus de 10 000 vases grecs et donc anticiper sur cette phase de travaux sur le quadrilatère Sully. Donc ce sont des travaux qui bouleversent le quotidien de nos équipes, nécessitent du travail sur mesure, puisque nous sommes dans un monument historique. Toute opération doit être menée à la fois de manière très sûre pour toutes nos installations, mais aussi dans le respect des décors historiques dont vous connaissez l'importance. Ils sont symptomatiques donc, de l'urgence que constitue la rénovation du musée et de son adaptation aux contraintes de notre temps. Aujourd'hui, je crois qu'on peut le dire sans embâche, malgré son imposante majesté, malgré l'engagement quotidien de ses équipes, c'est un Louvre à bout de souffle.
ces équipements, ces infrastructures arrivent en fin de cycle. Nous sommes donc à la croisée des chemins, les urgences bâtimentaires s'accumulent et nous faisons face à un mur d'investissement, ce qui est évidemment pas ce qu'on a envie d'entendre, mais il y a eu quand même beaucoup d'aménagements, de travaux vers le passé, mais dans ces dernières années, mais il y a eu beaucoup de retard accumulé, on a beaucoup cru au Grand Louvre des années 80, la pyramide, l'aile Richelieu à la place du ministère des Finances, mais toute la partie, par exemple, du quadrilatère autour de la cour carrée n'a pas été rénovée du tout à ce moment-là. C'est-à-dire que déjà, les installations du Grand Louvre donnent des signes de fatigue technique très forts. Il y a des escalators à remplacer, il y a plein de choses à renouveler. Mais là, il faut que nous nous attaquions à toute une énorme part du bâtiment qui n'a pas été touchée par cette rénovation du Grand Louvre, qui a fait une sorte d'écran par rapport à l'état réel du bâtiment. Je crois que même pour les visiteurs du Louvre, c'est devenu une gageure. La pyramide par laquelle transite donc l'immense majorité de nos visiteurs est saturée. Les longues files d'attente qui s'étirent sur la cour Napoléon, l'acoustique et le climat du hall d'entrée sont source de conditions de travail dégradées pour nos équipes, mais aussi pour les visiteurs, dont les conditions d'accueil, avant même leur visite, ne sont pas dignes du musée le plus visité au monde, ce qui nuit à la réputation du Louvre. Il faut dire que la pyramide avait été dimensionnée pour un livre qui se projetait d'accueillir 4 millions de visiteurs par an. Aujourd'hui, nous recevons plus de 9 millions de personnes dans nos murs. Et encore, parce que nous avons baissé les quotas d'entrée. Précédemment, c'était 40 000 personnes quotidiennement, mais ça saturait absolument tous les couloirs, les accès, enfin, d'un point de vue sécuritaire même. Ce n'était pas possible. Car en fait, 80% de nos visiteurs vont voir la Joconde, qui est exposée dans la salle des États, qui est une salle qui est pourtant une des plus grandes du musée, mais qui est constamment surfréquentée, alors que d'autres espaces du musée, il faut bien le reconnaître, sont quasiment vides. Donc le problème, c'est la concentration des visiteurs dans cette salle et du coup dans tout le parcours pour y accéder. L'idée de la pyramide au centre de la cour était judicieuse. Il s'agissait d'avoir une entrée centrale pour que les visiteurs aillent soit du côté de Richelieu, soit devant vers la cour carrée, etc. Mais en fait, tout le monde va d'abord à droite voir la Joconde et après, une fois qu'on est dans la Joconde, se pose la question où aller. Et donc, ces visiteurs se trouvent très éloignés, par exemple, des salles de peinture flamandes, hollandaises. Alors, ils nous demandent, comme j'ai mon badge aussi, on me pose aussi la question, et je vis le calvaire des agents de surveillance, parce que pour expliquer, quand on est dans la salle des États, comment rejoindre la galerie Médicis, qu'il faut redescendre, repasser par la pyramide, remontrer son billet, etc. C'est extrêmement compliqué. Donc, ça concentre tous les visiteurs dans la même zone. Évidemment aussi avec la Vénus de Milo, la Victoire de Samothrace, etc., qui sont concentrés quand même dans les mêmes espaces. Donc les visiteurs internationaux ne bénéficient pas, je l'ai dit, d'un accueil digne de ce qu'incarne le Louvre pour beaucoup d'entre eux, alors même que pour certains, ils ne visiteront le Louvre qu'une seule fois. Et je pense qu'on a une responsabilité vis-à-vis de ces touristes étrangers. Nous sommes dépositaires d'un héritage universel. Pour les Italiens, les plus beaux Léonard de Vinci sont au Louvre. On doit pouvoir accueillir dignement nos amis italiens. On a des morceaux de l'Acropole, nous avons des trésors issus des fouilles en Égypte qui doivent être accessibles à nous tous. Mais je n'oublie pas les Français, qui ne sont pas que des Parisiens. Nos concitoyens sont découragés par ces espaces saturés, alors même que le Louvre abrite évidemment les collections nationales que l'on devrait pouvoir tous admirer. Et les franciliens, il faut bien le reconnaître, vont très rarement au Louvre, ou alors pour les expositions temporaires qui sont situées à son entrée. Donc ces situations mettent à mal l'avenir du Louvre. Or, étant donné la magie de ces collections, cette responsabilité, je vous l'ai dit, par rapport au chef-d'œuvre universel, nous devons pouvoir transformer, réparer le Louvre. Alors pour ça, bien sûr, il y a ce projet Louvre Nouvelle Renaissance. Pour vous faire une coïncidence, je n'avais pas de philosophie très arrêtée sur le sujet avant d'arriver à la tête du Louvre. Pour moi, tous ces grands travaux d'entrée, etc., est-ce que ça avait une justification? Et je crois vraiment, après ces mois, avoir parcouru le musée, rencontré les équipes, avoir
poser des questions les questions qui fâchent sur les alternatives. Peut-être le pavillon des sessions, et puis est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt réadapter tel hall? Est-ce qu'il faut refaire cette entrée-là ou pas créer 8 entrées, etc. J'ai eu des réponses très étayées qui ne m'ont pas suffi. J'ai reposé des questions, mais est-ce que vraiment pour la sécurité, est-ce qu'il faut avoir des accès aussi longs pour entrer, etc. Et maintenant, je suis vraiment convaincu, comme toutes les équipes, de la nécessité absolue d'un grand projet de rénovation et d'adaptation du musée pour répondre à toutes ces difficultés. Le projet Louvre Nouvelle Renaissance, qui avait été annoncé par le président de la République en janvier 2025, apporte ces réponses. Si l'on veut que le Louvre reste le musée le plus visité, le plus admiré au monde, si l'on veut qu'il reste ce phare culturel pour la France, qui est quand même la première destination touristique au monde, il faut à la fois réparer et adapter le Louvre. Réparer et adapter, donc ces deux volets de ce projet sont indissociables, car ils sont fondés sur une double nécessité. D'une part, il faut réparer le Louvre pour pallier durablement les fragilités de notre musée. C'est le plan Louvre demain, volet structurel de réparation qui consiste en un plan de rénovation des infrastructures du musée à travers la réalisation de plusieurs schémas directeurs pluriannuels. D'autre part, il faut adapter le Louvre si l'on veut qu'il continue à être au XXIe siècle le musée donc le plus visité, le plus attractif au monde. Et c'est aussi le projet Grande Colonnade, le volet architectural de transformation du projet qui inclut la création de 2 nouveaux accès et de nouveaux espaces au cœur du Louvre pour désengorger les zones les plus saturées du musée, ainsi que l'aménagement de ses abords. Et j'accueille en salle de conférence Adèle Ziane, bonjour. Quentin. Sénateur socialiste de Seine-Saint-Denis, vous avez travaillé au Louvre par le passé, vous connaissez bien ce musée et vous receviez donc le nouveau président du musée. On retient cette phrase, le Louvre est à bout de souffle, nous faisons face à un mur d'investissement. Le vol des bijoux en octobre dernier, ça avait été un choc. On est dans la phase toujours de prise de conscience des manquements dans les infrastructures du Louvre. Il y a un travail de fond qui a été mené au Louvre dans les années 80-90 avec l'ouverture de la Grande Pyramide qui était une grande avancée à l'époque. Un geste architectural. Un geste architectural majeur Pas qui forcément permettait... très pratique au final. Alors, à l'époque, c'était vraiment une révolution parce que ça a permis, d'un point de vue symbolique, d'un point de vue esthétique, architectural, de créer un geste dans l'enceinte d'un bâtiment ancien et ça a été repris dans le monde entier puisque tous les musées, les établissements sont partis de ce principe-là. Mais effectivement, la pyramide était conçue pour accueillir 4,5 millions de personnes dans les années 90 et très vite, dans les années 2000, on a vu qu'on était passé de 4,5 millions à près de 9 millions de visiteurs. Effectivement, un équipement qui devait être revu. Allons sur ce moment de tension lors de cette audition. Christophe Leribaud, qui a été vivement pris à partie par le sénateur LR Max Brisson, celui-ci lui reprochant de s'inscrire dans la continuité de sa prédécesseur. Vous parlez accueil, valorisation, image, comme si rien ne s'était passé, s'est agacé Max Brisson. Cela me choque, j'attendais une rupture. Qu'avez-vous pensé de cette passe d'armes? Christophe Leribaud a-t-il suffisamment marqué sa différence avec Laurence Descartes? Moi, je pense que c'est une intervention de Max Brisson qui est dans la continuité des travaux qui avaient été menés par la commission sur le vol qui s'est tenu au Louvre. Et ce travail qui a été mené par la commission culture du Sénat sous la présidence de Laurent Lafont a permis de mettre en évidence très vite des difficultés majeures et des choses énormément difficiles à corriger. Sur l'intervention de Max Brisson, moi, j'ai pas entendu la même chose de la part de Christophe Leribaud, le nouveau président directeur du Louvre. D'abord, il connaît le musée. Il y a travaillé dans les années 2000-2010. Et vous-même, vous l'avez côtoyé au Louvre lorsque vous y étiez. Lorsque j'y étais, nous avons... C'est un bon nouveau président, selon vous, pour le Louvre? Moi, je pense que c'est une personne qui connaît le bâtiment, qui connaît les équipes, qui a un travail aujourd'hui de fond, parce qu'il y a aussi les agents du musée qui ont vécu une période difficile, lourde, cette image dégradée du musée, le plus grand musée du monde, qui est un musée français, il faut s'en féliciter. Aujourd'hui, Christophe Leribaud, moi je l'ai entendu hier parler de tous les aspects de la vie d'un musée, les acquisitions, les expositions, l'accueil des visiteurs, le jardin des Tuileries, le Louvre à Abu Dhabi, et il a parlé de sécurité. Et effectivement, pour moi, c'est un mauvais procès qui est fait par Max Brisson. S'agissant de la sécurisation du musée, le nouveau président du Louvre a annoncé le déploiement à partir de janvier 2027 d'un nouveau système de surveillance vidéo périmétrique autour du périmètre du Louvre. Le PC sécurité du musée qui va également être déplacé agrandi. Par ailleurs, un nouveau poste de coordinateur sécurité a été créé en réponse au cambriolage. Il est confié à Olivier Goupil, ex-commissaire divisionnaire et responsable de la sécurité de la RATP. Ces mesures vous rassurent-elles? Elles s'inscrivent pleinement et parfaitement dans le travail qui a été mené à la fois au Sénat mais aussi à l'Assemblée nationale avec la commission d'enquête qui avait été menée par Alexis Corbière et dans les recommandations qui ont été faites aussi lorsque nous avons mené nos auditions
au sein du Sénat, lorsque nous avons reçu la mission de l'IGAC, de l'Inspection Ça générale des répond bien à affaires tout ce que vous culturelles. avez mis en lumière. Aujourd'hui, ça met en évidence vraiment les éléments, on va dire, d'organisation, de gouvernance qui doivent permettre, on l'a vu au Louvre, de mettre la problématique sécurité-surveillance dans un pilotage global et pas en silo, parce que c'est une des choses qui avait été mise en évidence. L'enjeu maintenant, c'est les aspects financement. Oui. Il y a une enveloppe de 10 millions d'euros chaque année qui est dévolue au Musée du Louvre pour lancer ce projet de sécurisation. Il y a le projet Louvre Renaissance et le projet J'allais de y schéma venir. directeur Ouais. qui doit être mis en place. Alors, c'est ma dernière question. Qu'en est-il du projet Louvre Nouvelle Renaissance annoncé en janvier 2025 par Emmanuel Macron? Projet qui va coûter très cher, hein, 1 milliard d'euros au total. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On le sait? Ce qu'on comprend, nous, du projet Louvre Renaissance, c'est que d'abord, quand on parle de 1 milliard d'euros, il y a deux sommes spécifiques. Il y a une somme à hauteur de 600 millions d'euros, à peu près 666, si mes chiffres, Oui. ma mémoire est bonne, qui consiste vraiment à de nouvelles ouvertures. C'est Louvre Renaissance, D'accord. potentiellement déplacement de la Joconde, des ouvertures, le projet architectural. Des nouvelles Pour entrées pour le public. Des nouvelles entrées du côté de la Colonnade, du côté de Saint-Germain-l'Auxerrois, en face de l'ancienne mairie du 1er arrondissement. Ça, c'est vraiment sur les aspects accueil des visiteurs. Et évidemment, quand on parle de bâtiments en bout de souffle, ça fait partie des priorités. Il y a les aspects sécurité qui, eux, sont évalués à 350-400 millions d'euros. C'est comme ça qu'on arrive à 1 milliard d'euros. Ouais. Et évidemment, ce sont deux enveloppes distinctes. Une première, celle sur Louvre Renaissance, le président du Louvre l'a dit hier, du mécénat va être cherché, des partenaires. Mais un doute sur le fait d'atteindre la somme nécessaire en termes de mécène, c'est ce qu'il a dit aussi. Et- Hein. Il doute lui-même de pouvoir le faire. C'est une somme conséquente, c'est une somme importante. C'est la partie dédiée à l'accueil des publics, aux nouvelles ouvertures. Ne perdons pas de vue que le schéma directeur sécurité globale du musée, qui est tant décrié dans le retard de sa mise en œuvre, lui, c'est un montant entre 300 et 400 millions d'euros. Et celui-là, il faudra le financer absolument. Et c'est un élément à Paris, mais c'est l'ensemble des musées en France aussi qui doivent aussi avoir l'attention des parlementaires du ministère de la Culture. Eh bien, merci Adèle Diane pour toutes ces explications au micro de Public Sénat. Merci à vous. Merci à vous, Quentin. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à lire les décryptages de la rédaction, à voir les replays de nos émissions. C'est sur publicsénat.fr. Prochain rendez-vous avec l'information dans quelques minutes à 18h pour Sens Public. C'est présenté par Thomas Hugues. Très belle suite des programmes sur Public Sénat.